Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Mark & Strat. Chaque semaine, vous le savez, je reçois des experts du secteur de la communication et de la publicité et des annonceurs qui viennent nous parler de leurs enjeux stratégiques et de leur stratégie de communication. Alors, émission spéciale cette semaine autour des JO. On va commencer par parler Jeux Olympiques et sponsoring sportif. Est-ce que les Jeux sont toujours aussi attractifs pour les marques? Qui peut se permettre aujourd'hui de mettre un ticket d'entrée aussi élevé et pour quelles retombées? On en parle avec Magali Tesnas-Dumoncel, directrice générale de Sportsora. Paris 2024 et l'outdoor. Les règles changent en matière de communication extérieure. Interdiction de communiquer dans les 500 mètres autour d'un site olympique pour les marques qui ne sont pas partenaires. Alors qu'est-il encore possible de faire? Réponse avec Terre Rouge. C'est une agence spécialisée dans la scénographie urbaine. Et puis attention au marketing d'embuscade pendant les JO. Les marques non partenaires des Jeux Olympiques n'ont pas le droit d'utiliser les emblèmes olympiques dans leur communication commerciale. Il faut en quelque sorte qu'elles bannissent les Jeux Olympiques de leur vocabulaire pendant cette période. On fera le point là-dessus avec une avocate. Bienvenue dans Mark & Strat, c'est l'épisode 14. Et pour commencer cette émission, je reçois Magali Tesnas-Dumoncel, directrice générale de Sportsora, association qui regroupe les acteurs de l'économie du sport. Bonjour Magali. Moi j'ai une première question. Est-ce que d'abord les JO suscitent toujours autant l'engouement des marques en 2023-2024 ? Oui, je vais vous dire oui, c'est clair. Il y a un programme de partenariat. Alors, vous savez qu'il y a les top partenaires du CIO, donc qui signent pour de nombreuses années et qui sont toujours extrêmement présents. Et puis là, pour le comité d'organisation des Jeux de Paris 2024, il y avait un objectif qui était à peu près pour le programme marketing sponsoring d'1,1 milliard, qui a été revu un petit peu à la hausse récemment, qui est autour de 1,2 milliard. Et en fait, ils sont pratiquement à 100% de cet objectif. Donc, ils ont su convaincre des marques à différents niveaux de partenariat parce que ça reste l'événement planétaire exceptionnel de sport qui permet à la fois de vous donner de la visibilité en tant que marque, mais aussi de démontrer votre expertise, d'engager vos collaborateurs, de répondre à beaucoup d'enjeux extrêmement importants aujourd'hui pour des entreprises. Les tickets d'entrée sont très élevés. À partir de combien est-ce qu'on peut être, pour une marque, sponsor, partenaire des JO ? Oui, ça se compte en dizaines de millions d'euros pour être partenaire officiel. Et puis après, c'est difficile de vous donner un chiffre parce que comme je vous disais, l'objectif est aussi pour toutes ces entreprises de montrer leur expertise. Il y a aussi pas mal de choses qui peuvent se faire en échange. Donc voilà. Mais ensuite, vous avez évidemment différents niveaux de partenariat. Et ce qui est important aussi, c'est de voir qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises qui, au-delà des partenariats, sont aussi prestataires et qui vont aussi pouvoir bénéficier de ces jeux. Comment est-ce que ce sponsoring sportif est perçu par les Français ? Alors, il se trouve qu'on a fait une étude récemment, en début d'année, sur la perception du sponsoring par le grand public. Globalement, en fait, les Français ont une bonne opinion du sponsoring sportif à 78%. En fait, ils le jugent utile au sport à 83%, en fait, puisque les Français comprennent bien qu'en fait, le sport a besoin des partenaires privés. Et d'ailleurs, j'en profite, je fais juste une petite aparté, mais c'est très important de savoir que 96% du budget d'organisation des Jeux olympiques proviennent de fonds privés. C'est le CIO, les marques, la billetterie, et en fait, les 4% qui viennent de fonds publics, en fait, sont fléchés vers les Jeux paralympiques. Mais donc, si on revient à la perception du sponsoring, on avait aussi posé la question spécifiquement pour les Jeux olympiques, et 90% des Français trouvaient qu'il était pertinent pour une marque d'être partenaire des Jeux olympiques. Et en fait,
il y a vous savez, ça suit en fait le funnel, ce qu'on appelle marketing pour des produits, puisque voilà, en majorité, les Français comprennent bien que ça permet de faire découvrir les produits ou les services des marques, que pour les Jeux Olympiques, ils sont 90% à estimer que ça renforce le capital sympathie des marques. Ça, c'est quelque chose qui est très fort en sponsoring sportif, particulièrement pour les Jeux, mais même pour le sport en général, en fait. Ça rend les marques sympathiques. Les marques qui sont associées au sport, parce que vous êtes associé à de l'émotion, à de la passion, cela rend votre marque sympathique. Et c'est ce qui fait qu'ensuite, ça donne envie de se renseigner sur les produits de la marque, d'acheter les produits de la marque. Et on avait posé aussi la question pour les Jeux Olympiques de l'intérêt de renforcer la fierté d'appartenance des collaborateurs des entreprises partenaires. Et c'est le cas pour 84%, dont c'est extrêmement fort. Et c'est aussi un moyen qui a été plébiscité aussi pour les marques partenaires, faire découvrir leurs engagements sociétaux. Justement, que viennent chercher les marques parce qu'évidemment, c'est une visibilité mondiale hors norme, mais il n'y a pas que ça. Vous parliez de l'engagement des collaborateurs et j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres choses parce qu'on ne dépense pas un tel budget sans raison, j'imagine. Oui, c'est toute la richesse et l'intérêt du sponsoring sportif, hein, qui est quelque chose qui a beaucoup évolué. Au départ, on était essentiellement en recherche de visibilité pour la marque, de notoriété de marque, de préférence de marque, qui sont toujours des enjeux extrêmement importants lorsque vous faites du sponsoring sportif. Mais c'est complété par bien d'autres objectifs que recherchent les entreprises aujourd'hui. Et dans le cadre des Jeux, ce sont des entreprises qui peuvent être comme... vous voyez l'exemple d'EDF qui est partenaire de la transition énergétique, qui va collaborer avec Paris 2024 pour faire des Jeux plus responsables d'un point de vue environnemental. Orange qui va aider à connecter les stades. Des entreprises comme Danone ou Carrefour qui vont amener de l'alimentation saine pour les athlètes, Decathlon qui va habiller les volontaires. Vous voyez, donc pour eux, c'est une façon de mettre en avant leur expertise. Quelle plus belle preuve que de le faire pour l'événement majeur au monde que sont les Jeux Olympiques. Et puis, effectivement, après, vous avez aussi des enjeux d'engagement des collaborateurs. C'est extrêmement important aujourd'hui d'avoir des collaborateurs motivés et engagés. Et c'est vrai que le sport est un outil extrêmement puissant. Ça peut être aussi un outil extrêmement puissant en termes d'attraction des talents. Il y a certains secteurs d'activité qui sont extrêmement concurrentiels, où le fait d'attirer des talents est un vrai enjeu. Quand une entreprise est engagée sur des sujets sport, on sait qu'elle est plus attractive vis-à-vis de ces talents-là, et en particulier des jeunes générations. Et puis, il y a un enjeu aussi autour de tout ce qui est engagement responsable. Aujourd'hui, on demande aux marques d'être utiles à la société. Et c'est vrai que le sport, et via les Jeux Olympiques, c'est le cas, vous permet de démontrer cette utilité, cet engagement, parce que vous avez des partenaires qui s'engagent pour les Paralympiques, pour la parité hommes-femmes, pour un environnement une stratégie environnementale plus responsable. Voilà, donc ça permet évidemment d'adresser de nombreux enjeux de stratégie d'entreprise, des enjeux de marque, et c'est ce qui fait toute la puissance et l'intérêt du sponsoring couplé à un événement extraordinaire que sont les Jeux Olympiques et Paralympiques. Il ne faut pas oublier le P de Paralympique. Oui, justement, j'allais vous poser la question puisque vous parlez d'engagement des marques et c'est vrai qu'il y a beaucoup de discours autour de l'inclusion. On sent que c'est aussi un levier d'attractivité pour les talents. Est-ce qu'elles s'engagent tout autant sur les Jeux Paralympiques que sur les Jeux Paralympiques où il y a encore un gros gap d'attractivité entre les deux compétitions ? Alors, il y a un énorme effort qui a été fait pour ces Jeux paralympiques en France. D'un point de vue, il y a une vraie stratégie marketing du comité d'organisation avec un emblème qui est le même, avec deux mascottes, une olympique, une paralympique, avec un slogan unique, avec une même identité visuelle, avec la même torche, le même programme de volontaires, une cérémonie hors stade pour l'un
et pour l'autre. Et d'un point de vue purement marketing, les mêmes partenaires, ce sont les mêmes partenaires. Pour la première fois, il y aura un programme d'hospitalité dans le cadre des Jeux paralympiques. Il y a une même plateforme de billetterie. Enfin, tout a été mis en œuvre pour ces Jeux de Paris 2024 pour que l'attractivité des Jeux paralympiques soit optimale. Et c'est vrai que c'est une chance et c'est une opportunité pour les partenaires de s'engager aussi sur ce sujet. Parce qu'une des forces du sport et bien sûr des Jeux olympiques, c'est ce levier de transformation. Et c'est bien tout l'intérêt sur le sujet du sport, du sport paralympique, c'est que ces Jeux, un événement de la sorte, aide à transformer tant la vision qu'on peut avoir sur le parasport que l'accessibilité des personnes en situation de handicap à la pratique sportive, aux installations sportives. Donc oui, il y a énormément d'efforts faits et je pense qu'on va passer encore un cap avec ces Jeux paralympiques à Paris en 2024. Magali, on a beaucoup dit que l'impact de la crise sanitaire avait entraîné une baisse des dépenses sur le sponsoring sportif. Est-ce que là, l'arrivée des JO va permettre de remettre un petit coup de projecteur sur l'ensemble finalement de l'écosystème et entraîner à nouveau peut-être une hausse qui va ruisseler vers les clubs, par exemple? Oui, alors il y a des études qui montrent qu'il va y avoir normalement un élan grâce à ces Jeux olympiques. On le voit dans l'économie du sport. Si vous voulez, vous avez des pics dans les pays en particulier qui ont organisé des très très grands événements qui sont les Jeux olympiques ou la Coupe du monde de football ou ces fameux G.I. En fait, ça donne un pic, une accélération économique au secteur. C'est vrai qu'il y avait un moment d'inquiétude où pas mal d'acteurs, de parties prenantes de ce secteur du sport se sont dit oh là là, ça va être après les Jeux, il risque d'y avoir une espèce de forme un peu de dépression. Voilà. Ça ne sera pas le cas, d'autant que vous le savez qu'on est quand même a priori en très très bonne voie pour accueillir les Jeux olympiques d'hiver en 2030. Donc ça nous amène avec une perspective. En plus, on boucle pas, vous voyez, le cycle extrêmement positif de la Coupe du monde de rugby et des Jeux olympiques. On a une perspective en plus derrière. On espère bien que ces Jeux olympiques vont donner envie à des marques qui sont revenues un peu au sponsoring sportif avec la Coupe du monde de rugby, avec les Jeux olympiques. Ça va leur donner envie de rester dans le sponsoring sportif et donner envie, et ça on va s'y atteler chez Sportsora, donner envie à des marques qui n'auraient pas encore investi dans le sport ou juste un petit orteil, d'investir plus quand ils verront toute la potentialité du sport et du sponsoring sportif. Merci beaucoup Magali Tesnas-Dumoncel. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Sportsora. Et on poursuit cette émission spéciale autour des enjeux de communication des Jeux Olympiques avec Olivier Girardot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et directeur général de l'agence Terre Rouge, qui est une agence de scénographie urbaine. D'abord, peut-être que ça vaut le coup qu'on s'arrête un petit peu sur ce que vous faites précisément. La scénographie urbaine, c'est un métier qui accompagne les marques, principalement du luxe et de l'industrie du real estate, dans leur expression d'outdoor. Ça veut dire qu'on les accompagne, on les conseille sur comment être perçus depuis l'extérieur, soit sur leur façade, soit dans leur vitrine. Et ce, pendant toutes les phases de vie de l'entreprise, quand elle construit ses immeubles ou ses boutiques, on habille les chantiers. Pendant les temps forts de la marque, leur anniversaire, changement de logo, on a la possibilité de communiquer sur la façade. Pendant les phases de Noël aussi, on fait des grosses décos de Noël, et où les événements internationaux, Jeux Olympiques, Fashion Week, où là les marques peuvent aussi s'exprimer sur leur façade et dans leurs vitrines, parce que les vitrines sont aussi très importantes. Est-ce que justement vous êtes plus sollicité à l'approche des JO là ?
on sent qu'il y a beaucoup de volonté, beaucoup de demandes. On est déjà interrogé par des marques, il y a déjà des projets en cours. Mais il y a aussi beaucoup d'attentisme parce que vous savez que la France est un des pays qu'on appelle la maison des lois au Japon, puisque nous sommes le pays le plus réglementé en domaine d'outdoor dans le monde. C'est vrai ? Excessivement réglementé. D'accord. Plein de choses que nous n'avons pas le droit de faire, comme par exemple les écrans vidéo, ce qui est plutôt un bien, ce que nous pensons nous. Mais tout est très encadré en France. Donc il y a d'abord une réglementation nationale, et puis après, chaque ville adapte son règlement local de publicité, ou chaque agglomération, communauté de communes adapte son règlement de publicité. Donc tout est très encadré et tout n'est pas encore très défini pour les Jeux Olympiques, puisque la loi olympique rentre en vigueur le 1er janvier 2024 et que les décrets d'application ou les arrêtés qui vont découler de cette loi seront publiés en janvier, février. Et donc pour l'instant, il y a beaucoup de volonté, beaucoup d'attentisme des marques aussi, dû à cette inconnue législative. Mais ça doit être extrêmement compliqué parce que si on n'a pas les règles du jeu, les chantiers que vous me décrivez me semblent suffisamment ambitieux pour nécessiter quand même beaucoup de temps de préparation et d'anticipation. Et si on ne peut pas anticiper dès maintenant, ça va être compliqué. Alors, on sait que de toute façon, il y a des règles qui sont connues depuis toujours. Par exemple, pendant la loi olympique, pendant les Jeux olympiques, on ne pourra pas communiquer, sauf si on est partenaire des Jeux, dans un périmètre de moins de 500 mètres d'un site olympique. Donc si je suis un grand chantier, un real estate ou une marque de luxe, mais que je ne suis pas partenaire, si je suis dans ce périmètre, je ne peux rien faire sur ma façade. Non, vous ne pourrez pas communiquer. C'est ce qu'on appelle la loi olympique. En fait, elle protège les marques qui sont partenaires des Jeux olympiques, internationaux ou nationaux, ce que disait votre précédente interlocutrice, de l'embouche marketing et des autres marques qui pourraient profiter de ce vivier de touristes, puisqu'on attend 16 millions de touristes à Paris l'année prochaine, pour communiquer. Et la ville, en tout cas le CIO, impose aux villes des zones de restriction. Et donc autour des 500 mètres, on ne pourra pas communiquer. Mais c'était déjà le cas lors de la Coupe du Monde de foot de 98. Les plus vieux s'en souviennent. C'était déjà pareil. C'est pareil pour tous les grands événements sportifs. Est-ce qu'on a des obligations de cacher les chantiers, par exemple ? Alors, il y a eu beaucoup de rumeurs à ce sujet depuis 1 an et demi, où il avait été dit que la ville demanderait, ou les villes hôtes demanderaient à tous les chantiers de déposer leurs échafaudages ou leurs installations de chantier. Techniquement, financièrement, c'est juste impossible. Donc maintenant, il est demandé un repli des installations ou une mise en sécurité des installations. Mais beaucoup d'installations sur les Champs-Élysées, par exemple, ou d'autres, ne pourront pas être déposées techniquement pendant la phase des Jeux Olympiques. Donc tout ça sera mis en sécurité pour protéger le public, qui est la volonté principale des marques et de la ville en règle générale. Alors on a parlé de ce qu'on ne pouvait pas faire, mais qu'est-ce qu'on peut faire alors ? Qu'est-ce qu'on peut faire normalement, puisqu'encore une fois, il y a un cadre national qui est la loi 79, le RLP à Paris, le règlement local de publicité, le décret du patrimoine, le décret de l'environnement qui encadre notre métier. Donc encore une fois, on ne peut pas tout faire, mais on sait qu'une marque partenaire pourra communiquer sur un immeuble dans une zone de 500 mètres autour d'un site olympique. Reste à qualifier ce qu'est un site olympique. Alors, il y a des sites de compétition, mais par exemple, la cérémonie d'ouverture, on ne sait pas encore si le parcours de la cérémonie elle-même sera site olympique ou si ce sont les points d'arrivée ou le point de départ qui seront site olympique. Idem pour le marathon, idem pour les courses cyclistes, etc. L'équitation qui a lieu au château de Versailles. On ne sait pas si c'est tout le château qui sera considéré comme site olympique et donc la zone des 500 mètres sera autour de tout le château ou simplement l'édifice lui-même et on découlera un point de 500 mètres. Ça change complètement la donne pour le coup. Et on fait beaucoup d'études. On a monté un site internet chez Terre Rouge dédié à ça avec un petit algorithme en intelligence artificielle qui, en fonction de chaque site et chaque marque, va trouver le meilleur emplacement par rapport à la réglementation et par rapport à la marque, par rapport à son propre patrimoine ou par rapport à d'autres patrimoines que nous avons en portefeuille, puisque beaucoup de foncières nous confient leur portefeuille pour qu'on aille le louer aux marques derrière. Et s'il y a déjà des choses en cours, on sera obligé de les enlever au moment des JO ? C'est pas encore très clair. Pour l'instant, on attend encore une fois, ça je pense que ça sera décidé en janvier ou février, les grands emplacements qui sont sur les monuments historiques qui dépendent d'une réglementation encore différente, ne seront pas déposés. Et donc, il y aura juste, je pense, une obligation de communiquer pour des marques partenaires si elles sont dans la zone des 500 mètres. D'accord. Et après, si elles ne sont pas dans la zone des 500 mètres, je pense que d'autres marques pourront communiquer sur ces emplacements. Quand vous discutez avec les marques, vous dites qu'il y a des projets en cours et puis d'autres qui sont un peu dans l'attentisme. Quelles sont les problématiques avec lesquelles elles viennent vous voir ? Quelles sont leurs envies ? En fait, elles sont
très différentes en fonction de l'implication de la marque dans son sponsoring. On parlait de Carrefour tout à l'heure. C'est sûr qu'une marque comme Carrefour ne va pas s'exprimer de la même façon qu'LVMH, qui est partenaire des Jeux Olympiques également. Les marques avec lesquelles on travaille, elles veulent, dans un premier temps, signifier leur attachement au sport, signifier leur attachement aux valeurs que véhicule le sport, et donc faire des prises de parole très institutionnelles dans un contexte économico-politique ambiant très positif pour le coup, puisqu'on veut essayer de sortir d'une torpeur latente que tout le monde ressent dans l'économie mondiale pour insuffler un petit peu de positivisme. Donc là, les marques sont en train d'adopter un discours super positif, très tourné sur le handicap. C'est une grosse tendance qu'on sent en tout cas, ou sur les handicaps, pardon, avec une grosse volonté d'être aussi présent pendant les Jeux que pendant les Jeux paralympiques, avec des valeurs très universelles. Ça change votre façon de travailler, ces nouveaux briefs qui arrivent et ces règles du jeu qui sont un peu mouvantes là? Ça change un peu la façon de travailler pour Agnès Léopold, qui est mon associée et directrice de création, qui est en charge tous les sujets créatifs de l'agence. Oui, on sent bien qu'il y a une appétence pour des sujets moins consuméristes. On est moins dans la vente, on est plus dans le partage de valeurs commun, tous ensemble. L'important, c'est de participer, on est tous égaux. Voilà, ce sont quand même des grands messages universels qu'on retrouve dans les briefs de plus en plus. Merci beaucoup Olivier Girardot. Je rappelle que vous êtes le fondateur et directeur général de l'agence Terre Rouge. Et pour terminer cette émission, on va essayer de comprendre si les marques peuvent utiliser les emblèmes olympiques quand elles ne sont pas partenaires et même le vocabulaire olympique. On en parle pour ça avec Louise Lacroix. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate au sein du cabinet Bouchara et Associés. D'abord, est-ce que vous pouvez m'expliquer quel est le cadre légal quand on parle des propriétés olympiques ? Tout à fait. Alors, en fait, ce qu'on appelle les emblèmes olympiques, ça va être vraiment, comme vous l'avez dit, tout ce qui appartient au domaine olympique et qu'on connaît un peu tous. On va avoir les anneaux, on va avoir la flamme, par exemple. On va avoir juste la mention Jeux olympiques, par exemple. Mais on va aussi pouvoir avoir, même beaucoup plus largement, les mascottes, parfois, qui sont attachées à chacun des Jeux olympiques, qui peuvent être protégées. Ouais. Et en fait, il y a une sorte de double protection un peu spécifique. La première, c'est le fait que ce soit des emblèmes olympiques qui soient protégés au sens de la charte en fait des Jeux Olympiques, qui est quelque chose qui est un texte vraiment à part, qui leur confère pas une sorte de protection de propriété intellectuelle en tant que telle, mais qui quand même leur appuie en fait, si vous voulez, le fait que ce sont des emblèmes assez renommés. Et ensuite, on a le volet protection au titre des marques. Donc marques enregistrées en France, dans le monde entier, etc. Et en fait, le CIO, qui est donc le Comité international olympique, a un très large éventail de portefeuilles de marques et dépose en fait très régulièrement des marques sur les anneaux olympiques, sur les mascottes, sur le logo, par exemple, Paris 2024, qui est le petit... Ça, c'est déposé, par exemple ? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Donc voilà. Est-ce que ça s'étend au vocabulaire ? Est-ce que, par exemple, une marque peut dire « j'organise, je ne sais pas, les Olympiades de quelque chose pendant cette période » ? Alors, c'est un sujet qui est assez compliqué parce que, en réalité, ça va aussi dépendre d'un certain nombre de critères qui sont propres à l'exploitation dans laquelle ça s'inscrit. Il y a eu une époque pendant laquelle le CIO agissait de façon extrêmement large et était très offensif, même contre des marques qui étaient, par exemple, Olympiades. Il semblerait que ça soit plus trop le cas, mais je pense justement parce que ça va dépendre en fait du cadre d'exploitation et est-ce qu'il y a une sorte de volonté de la personne qui exploite ce signe-là de faire comme si elle était sponsor pour un peu profiter en fait du mouvement ou si c'est quelque chose de complètement différent. Par exemple, on a les Olympiades dans les écoles, par exemple, auxquelles on pense et qui sont a priori pas concernés par ces sujets-là. C'est plus quand on a une volonté commerciale où là on est un petit peu en danger. Oui, une volonté commerciale et le fait de vouloir s'inscrire en fait dans le mouvement des Jeux Olympiques et de profiter un peu de toute la visibilité que ça va faire, alors qu'en fait, et comme ça a été très bien dit par les autres invités aussi, on a des sponsors en fait officiels pour lesquels il y a de très importants investissements qui sont engagés. Et donc pour lesquels le CIO tient à protéger en fait ses investissements et son positionnement aussi par rapport à l'utilisation de ces marques. Qu'est-ce qu'on risque si on utilise à mauvais escient les symboles olympiques ?
On a deux typologies de risques globalement. On va avoir le premier qui est du coup la contrefaçon de marque, puisque à partir du moment où des marques sont enregistrées, ça donne des droits en fait aux titulaires. Donc là, en l'occurrence, c'est le CIO, c'est le Comité international olympique. Et ça leur donne le droit d'agir en contrefaçon de marque à l'encontre des entreprises ou des tiers qui utiliseraient à titre de marque, donc ça veut dire globalement dans la vie des affaires, sur le marché, etc., de façon commerciale, des emblèmes olympiques. Donc, par exemple, si on imaginait qu'une marque décidait de sortir, par exemple, un t-shirt, disons-le comme ça, avec les anneaux olympiques, même si c'est dans une couleur un tout petit peu différente, le CIO serait potentiellement susceptible d'agir en contrefaçon de marque, puisque les anneaux sont enregistrés à titre de marque. Et on a aussi, le CIO peut aussi agir en concurrence déloyale ou parasitaire. Et ça, c'est une sorte d'autre volet. Et c'est le volet dont je parlais un petit peu tout à l'heure, sur lequel on va reprocher à une entreprise de créer par exemple une confusion avec le fait d'avoir un statut de sponsor officiel ou pas. Est-ce qu'en fait on se positionne comme ça en fait sur un marché parce qu'on a une grosse campagne de communication par exemple qui va être en lien avec les Jeux Olympiques ou une nouvelle collection, une collection capsule, ce genre de choses. Mais en fait, le consommateur ne sait pas trop finalement si c'est quelqu'un qui est affilié officiellement aux Jeux Olympiques ou pas. Ça peut être reproché sous le fondement de la concurrence déloyale. Et son pendant, le parasitisme, qui est le fait pour le CIO de vouloir protéger en fait ses investissements engagés justement en termes de communication, etc. Et donc, ça fait partie des actions qui sont totalement ouvertes et possibles. Qui est-ce qui surveille ça ? C'est le CIO directement ? Oui, ils ont des surveillances de marque en réalité. Et étant donné les moyens et les investissements qui sont engagés, on peut raisonnablement croire qu'ils ont une surveillance aussi un peu plus large sur les différents lancements qui vont être faits, notamment dans le cadre de Paris 2024. Et de manière générale, il faut le savoir, c'est que le CIO est assez offensif. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas du tout faire de campagne ou parler des Jeux Olympiques dans sa communication, mais il faut être extrêmement vigilant parce qu'ils sont assez offensifs. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on veut utiliser un peu surfer sur la vague, on va dire, il vaut mieux d'abord consulter son avocat et être sûr que tout s'inscrive bien dedans, quoi. Tout à fait. C'est ça la leçon. Exactement. Par exemple, on avait en 2013, donc c'était même pas pour Paris à l'époque, mais l'action avait quand même eu lieu à Paris en France. On avait Lecoq Sportif qui avait lancé un modèle de chaussures qui s'appelait le Rêve Olympique. Et sur ce modèle de chaussures, dans la languette à l'intérieur, si vous voulez, on avait les anneaux olympiques. Et en fait, il y a eu une action, donc pour le coup, en concurrence déloyale et parasitaire. Et le Coq Sportif a été condamné, notamment parce que il y avait ces critères-là, si vous voulez, de justement un contexte global d'utilisation. Et en plus, ils avaient fait une édition limitée. Et le fait de créer de la rareté, de vouloir en fait créer tout ça, avait été considéré comme le tribunal, comme parasitaire. Donc voilà. Plus grande prudence de mise. Exactement. Merci beaucoup Louise Lacroix. Je rappelle que vous êtes avocate au sein du cabinet Bouchara et Avocats. C'est la fin de cette émission. Merci bien sûr de nous avoir suivis. Alors on se retrouve en 2024 pour une nouvelle série d'émissions autour des enjeux de communication des marques et de leur stratégie. D'ici là, passez un très bon week-end et de très bonnes fêtes sur Bismart et à l'année prochaine.